Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er juin et pour ouvrir le journal du jour, nous allons parler de la Ligue des Champions, mais nous n'allons pas faire le débrief à proprement parler de la finale, j'en ai parlé à chaud juste après le match, non, on va commenter le 11 de l'UEFA pour cette Champions League. L'équipe type, c'est souvent quelque chose qui peut amener bien des commentaires, ici j'en ai quelques-uns, des bons, des glorifiants, mais également des négatifs, des très critiques. On parlera ensuite de Kroupi, le jeune français qui attire la convoitise de bon nombre de clubs, de Konaté, le moins jeune mais tout de même encore jeune français qui lui aussi attire la convoitise de nombreux clubs. On parlera d'Arne Slot qui est ni jeune, ni français, ni attirant la convoitise. On terminera par Julián Álvarez qui est au cœur d'une guerre de communication ou plutôt d'un combat dans la boue entre le FC Barcelone et surtout l'Atlético Madrid, parce que l'Atlético nous a donné quelques tweets qui amènent bien des commentaires, on va dire ça pour rester sobre et pour pas spoiler ce que je vais vous développer par la suite. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Voici l'équipe de la saison de Champions League, le Paris Saint-Germain et Arsenal ayant été en finale, le Paris Saint-Germain ayant remporté la compétition. C'est logique, on voit les deux représentants pas mal présents dans ce 11, mais il y a une absence qui fait tâche, vous l'avez sûrement tout de suite remarqué, il s'agit de celle de Pacho. Alors je suis vraiment dégoûté de voir Pacho absent de cette composition parce que c'est sans nul doute un des défenseurs centrales qui a été le plus fiable au cours de la compétition selon moi, et on peut toujours avoir des guéguerres entre supporters de différents clubs, mais j'ai envie de dire un truc qui va mettre tout le monde d'accord et qui va me mettre à l'abri des suspicions de clubisme, c'est que moi je mets Pacho s'il le faut à la place de Marquinhos. Alors j'ai du respect pour le Brésilien, mais l'Équatorien a fait une telle saison en Ligue des Champions que pour moi il doit passer devant. Le meilleur buteur de la Champions League, à savoir Kylian Mbappé, n'est pas présent. À sa place on a Ousmane Dembélé et Harry Kane. Alors Kane, il est à 14 buts, Mbappé est à 15, certes en 13 matchs au lieu de 11, donc Harry Kane a un moins beau ratio, mais il reste le symbole du parcours du Bayern Munich, un des symboles, tout du moins, une réussite collective qui est plus grande et peut-être une inclusion collective qui a été plus impactante que celle de Kylian Mbappé. Tout un symbole, j'ai envie de dire. Toujours du côté du Bayern, je suis très content de voir Michael Olise. Et pour revenir au stade des regrets, João Neves, j'ai adoré sa campagne de Ligue des Champions, je m'attriste de ne pas le voir présent, mais j'ai pas trop de solutions en fait. Rodri, c'est cohérent de le voir ici. Vitinha, c'est cohérent de le voir ici. Je pense aussi qu'il y avait l'idée de ne pas faire une équipe intégralement composée de Parisiens. Donc finalement, ok, Kvara, ça fait parfaitement sens. C'est d'ailleurs l'homme qui a été élu joueur de cette Ligue des Champions. Et finalement, sur ce 11, j'ai envie de terminer sur une note plutôt positive. C'est une vraie équipe. Genre, cette équipe pourrait gagner la Ligue des Champions. Moi, j'ai été tellement habitué aux 11 de championnat ou de compétition européenne où t'avais 6 attaquants, aucun milieu de terrain, pas de latéraux parce qu'il fallait mettre des centraux à gogo, ou alors à contrario, un seul défenseur central et une défense à 3 avec 2 latéraux qui accompagnent un défenseur. Ça n'avait absolument aucun sens. Au moins ici, ça ressemble à une équipe. Il faut avouer que cette équipe a l'oreille de la gueule. Kroupi au Paris Saint-Germain, est-ce que vous signez? Parce que oui, fraîchement auréolé, le Paris Saint-Germain ne s'arrête pas de travailler pour autant. Ils ont deux pistes en attaque, Julián Álvarez, mais également un jeune français qui fait sensation. Je parle bien évidemment de Kroupi. Il est aujourd'hui valorisé à 40 millions d'euros. Il évolue du côté de Bournemouth. Il avait été acheté seulement 13 millions d'euros au début d'année 2025 à Lorient. Il a un contrat jusqu'en 2030 et je vais même aller plus loin. Le 40 millions d'euros, c'est sa valorisation théorique. Mais il y a une concurrence sur le dossier, on annonce pas mal de grands clubs intéressés, Paris mais aussi le Bayern Munich pour citer ceux qui reviennent avec le plus d'insistance, donc je pense que ça partira pour plus de 40 millions d'euros. Alors pourquoi Kroupi fait sensation? Pourquoi c'est le joueur hype du moment? Ses statistiques sont assez parlantes, c'est un joueur qui a 12 buts en première ligue en seulement 1690 minutes de jeu, ça donne environ 19 matchs côté temps de jeu, il est très jeune donc tout le monde lui voit un potentiel de dingue, mais j'aimerais mettre des réserves parce que je vois ici et là des c'est le nouveau Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou je ne sais quel joueur. Faut bien comprendre ce qu'on a et ce qu'on n'a pas avec Kroupi. Déjà, physiquement, c'est un joueur qui fait plaisir à voir, il explose absolument tout, il est explosif, il répète les efforts à haute intensité, il a un gros volume de jeu, c'est une machine à exploser les tests de VMA, et quand tu imagines un joueur au Paris Saint-Germain, tu te dis que Kroupi, ça peut bien coller avec l'exigence de pressing de Luis Enrique.
Techniquement, c'est un joueur qui brille évidemment par son nombre de buts, ça ressort immédiatement, mais c'est par son volume d'occasion, pas forcément parce qu'il tire tous ses tirs de manière cadrée, et en fait en dehors des buts, il a un apport qui est beaucoup plus limité dans le jeu, et ça il faut en avoir conscience. Il y a quand même pas mal de lacunes que tu vois immédiatement lorsque tu mates Bournemouth. C'est un joueur qui a sûrement un immense potentiel, qui peut exploser, c'est pas pour rien que les plus grands clubs du monde sont sur lui, mais c'est pas un couteau suisse. Autant je le vois très très bien exploser et devenir un monstre s'il choisit la bonne destination, autant si c'est un joueur que tu demandes en mode attaquant tout terrain, qui peut tout faire sur un terrain, tu risques d'être déçu, parce que Croupi aujourd'hui c'est pas du tout ça, et j'ai l'impression que certains l'imaginent capable de tout faire. C'est faux, c'est un potentiel énorme, mais il faut savoir ce que tu achètes. Konaté au PSG, Konaté au Real Madrid, Konaté en Saudi Pro League, on a à peu près tout lu au cours de ces dernières heures, et préparez-vous, on va encore en lire bien plus. C'est un peu comme Martin va à la plage, Martin va à la fête foraine. Konaté est tout simplement libre et sur le marché actuellement. On a Liverpool qui a officiellement communiqué en disant qu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire cet été, donc maintenant, il quitterait le club. Alors Konaté en même temps, il coche à peu près toutes les cases pour te vendre du rêve. Il a 27 ans, il est international français, et si tu le recrutes, tu as à la fois l'avenir, parce qu'un défenseur central de 27 ans, il lui reste de très nombreuses années au très haut niveau, et tu as aussi le présent, parce que des mecs qui ont une telle expérience en Première Ligue, en Bundesliga, avec une sélection internationale prestigieuse, en Ligue des Champions, il n'y en a pas 4 millions sur le marché, pour pas dire qu'il n'y en a pas, et même de manière générale, tu regardes les meilleures équipes du monde, Konaté a quand même sa place dans bon nombre d'équipes, et il y a bon nombre de ces équipes qui justement au cours de cet été sont à la recherche d'un défenseur central. Donc évidemment il va affoler le marché des transferts, et c'est mérité, et j'ai même envie de dire que Konaté il a un argument de poids par rapport au Konaté d'il y a quelques années, c'est qu'il s'est un peu défait de sa réputation de joueur fragile, il se retrouve moins blessé au cours des semaines de compétition, donc forcément tu es un peu plus serein au moment de lui proposer un très gros salaire. J'espère moi une seule chose, c'est qu'il va vite trouver sa destination, ou au moins que ça va pas trop parasiter son mental, puisque Konaté est évidemment un joueur important pour l'équipe de France. Peut-être qu'il se retrouvera à être titularisé, peut-être qu'il sera seulement sur le banc, mais dans tous les cas, c'est un mec sur lequel on a envie de pouvoir compter, donc focus sur la Coupe du Monde et pas sur le contrat pour le moment, je l'espère. Bon finalement Arne Slot va partir de Liverpool, c'est assez surprenant puisqu'on a eu les montagnes russes dans cette nouvelle. On avait d'abord Arne Slot extrêmement critiqué, qui était annoncé sur le départ, ensuite on nous a dit non, finalement à la surprise générale il va rester, jusqu'à maintenant où on nous dit que finalement il va partir. Alors de toute façon Arne Slot, sans vouloir être méchant avec lui, pas grand monde va le regretter du côté de Liverpool. Oui, il a fait une première saison exceptionnelle, oui, il a réussi à travailler l'après Jürgen Klopp, ce qui n'était évidemment pas simple, mais finalement cette saison elle est quand même horriblement décevante. Tu sors en Ligue des Champions en quart de finale face à un Paris Saint-Germain où il n'y a absolument aucune contestation sur le résultat de la double confrontation. En Première Ligue, t'es 5e alors que t'es le tenant en titre, ce qui est déjà un échec, mais t'es à 25 points d'Arsenal, autant dire qu'il y a un monde d'écart, et t'as une vraie fracture avec une partie des supporters, une partie des joueurs de ton vestiaire. C'est un entraîneur qui a essayé de trouver des solutions quand ça commençait à devenir compliqué, mais il a jamais réussi à les trouver, donc évidemment la sortie est plutôt logique. Moi mon grand regret, c'est que finalement tu prends cette décision alors que Xabi Alonso a été annoncé du côté de Chelsea. Moi je l'aurais bien vu entraîner Liverpool, je suis curieux de voir sur quel profil va se tourner la direction des Reds. Il y a ce cher Pierre Sage qui était annoncé dans la shortlist, mais pas en haut de la shortlist. Ce serait très surprenant. J'ai un immense respect pour Pierre Sage, mais je pense effectivement qu'il y a quelques noms avant lui. En tout cas, lourde va être la responsabilité du futur entraîneur des Reds. Le community manager de l'Atlético Madrid, il est en roue libre. Il tire à balles réelles sur le FC Barcelone. Les tweets que vous voyez défiler sont de vrais tweets, ils viennent du compte officiel de l'Atlético. C'est la communication de contre-attaque du club espagnol face au pressing du Barça pour recruter Alvarez. C'est une vraie guerre de communication. L'Atlético dénonce une campagne de désinformation. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils reprennent El Famoso Here We Go de Fabrizio Romano. Et on sait que Fabrizio Romano, ça peut être un outil de prédilection pour les clubs utilisé afin de plus ou moins activer des dossiers, de faire
sortir des informations qui arrangent. Pour dire les choses très franchement, c'est un passe-plat des clubs et des agents. Alors la communication de l'Atlético, moi je dois avouer qu'elle me fait énormément rire, mais si je redeviens sérieux, je ne pense pas que ce soit très malin. Déjà pour un club professionnel, tu passes un peu pour un pignouf, pour dire les choses très clairement, mais en plus, derrière, ils n'ont plus le droit de transférer Julián Álvarez au Barça. Si tu perds Álvarez après avoir fait cette communication, c'est fini, tu passes pour un pitre, et on aura beau essayer de rationaliser les choses en disant qu'avec cette communication, ils ont pu faire monter les enchères, qu'au final, ça leur a fait gagner plusieurs millions d'euros en montant de transfert, en étant extrêmement ferme, en étant extrêmement dur. Vous savez comment ça se passe dans le football, la culture de la vanne, elle est bien plus grande que la culture de rationalisation des stratégies financières. Donc en fait, l'Atlético s'est mis un petit peu dans une impasse. Je suis curieux de voir comment ça va se terminer, parce qu'on a quand même pas mal de médias au-delà de Fabrizio Romano qui nous annoncent que c'est très très chaud pour Álvarez du côté du Barça. Donc ça va être absolument passionnant à suivre, et à noter qu'il y a un autre club qui est également évoqué dans ce dossier, c'est le Paris Saint-Germain, annoncé très chaud à un moment, peut-être un petit peu moins maintenant. Le suspense reste entier, mais une chose est sûre, l'international argentin est convoité, et pour cause, il a un immense talent, et ça prête pas à contestation. Terminé pour le journal du jour, j'ai deux choses à vous dire. Alors la première, c'est un teasing simple de la vidéo de cet après-midi. Ce sera probablement une tier list sur la saison des joueurs du Paris Saint-Germain. J'ai hésité à faire un débrief tactique de la rencontre, mais en fait je me rends compte que tout le monde en a déjà parlé tellement de ce match que c'est peut-être pas hyper pertinent. J'ai envie de faire un petit format à la cool, et je me dis que être sur une tier list spécifique aux joueurs du Paris Saint-Germain, c'est un bon moyen de, entre guillemets, fêter le titre. Et j'aurai pas de débat de clubiste qui me fatigue un peu. Alors j'aurai des débats de joueuristes, mais au moins ça restera au sein de la même écurie. Et pourquoi j'ai envie de faire une vidéo un peu à la cool cet après-midi? Eh bien tout simplement car ce sera la dernière vidéo de la semaine. Il n'y aura pas de journal durant le reste de la semaine. Il n'y aura pas d'autre analyse que celle de cet après-midi. Je me prends une petite semaine de congé, et je reviendrai donc après la vidéo de cet après-midi la semaine prochaine. Je vais souffler un petit peu avant qu'on rentre dans une petite compétition dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la Coupe du Monde. Voilà, dont on parlera un petit peu évidemment. Je vous souhaite donc une excellente semaine. J'espère quand même vous voir cet après-midi pour la vidéo. Allez, sur ce, salut!